Votre mère, celle qui faisait les meilleurs gâteaux, oublie la recette qu'elle connaissait par cœur, ou votre père, capable de tout réparer, fixe soudain la télécommande la plus banale avec un air perdu. Nous haussons les épaules et on se dit « Ah, c'est la vieillesse, que voulez-vous? Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Et si je vous disais que c'est l'une des idées reçues les plus dangereuses, et si derrière ce simple coup de vieux se cachait en réalité un ennemi insidieux qui détruit lentement la personnalité de votre proche depuis des années, dans cette vidéo, nous allons décortiquer 20 signes stupéfiants qui montrent comment la démence se cache à la vue de tous, parfois pendant des décennies. Et je vous le promets, après ce visionnage, vous apprendrez à déceler ce qui était auparavant invisible. Avez-vous déjà été confronté à cela? Racontez-nous dans les commentaires comment vous expliquiez ces comportements inhabituels chez vos proches. Avant de commencer, prenons une minute pour clarifier ce qu'est la démence. Beaucoup pensent que c'est un simple synonyme de la maladie d'Alzheimer ou de ce qu'on appelait autrefois la sénilité. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La démence n'est pas une maladie spécifique, mais un terme générique, un syndrome, qui décrit un large éventail de symptômes liés à la détérioration de la mémoire, de la pensée et d'autres capacités cognitives. Imaginez cela comme un parapluie sous lequel se cachent différentes affections. La maladie d'Alzheimer n'en est que la forme la plus courante, représentant 60 à 80% des cas. Il est crucial de comprendre que la démence n'est pas une étape normale du vieillissement, c'est le résultat de dommages causés aux cellules cérébrales. La sournoiserie de cet état est qu'il s'installe très lentement, se masquant derrière ce que nous considérons comme de simples changements inévitables liés à l'âge. Et c'est justement ce masque que nous allons lever aujourd'hui. Si la démence passe inaperçue au début, c'est à cause d'une chose la plus importante. Son évolution est d'une lenteur incroyable, presque insidieuse. Ce n'est pas la grippe qui vous cloue au lit du jour au lendemain. Les changements s'installent par micro-étapes, sur de longues années, parfois même sur des décennies. Un jour, on oublie où l'on a mis ses clés. Un mois après, on cherche le nom d'un voisin. 6 mois plus tard, on ne sait plus comment fonctionne le four à micro-ondes. Chacun de ces événements, pris isolément, semble anodin, une simple bagatelle. On se dit, mais qui n'a jamais eu ce genre de trou de mémoire? Nous nous adaptons, nous nous habituons à ces petites pertes. Notre cerveau est d'ailleurs très doué pour lisser ces aspérités. Il fait en sorte que l'image globale de la dégradation ne se forme pas. C'est comme observer un arbre grandir au jour le jour. On ne remarque pas sa croissance. Mais si l'on compare une photo prise il y a 1 an avec aujourd'hui, la différence est énorme. C'est exactement pareil avec la démence. On ne voit pas le processus, on ne voit que le résultat, et là, c'est déjà la catastrophe. La deuxième raison, ce sont ce qu'on appelle les bons jours et les mauvais jours. Ce phénomène déconcerte même les médecins expérimentés, alors imaginez l'effet sur les proches et la famille. Aujourd'hui, votre proche peut être d'une lucidité absolue, faire preuve d'esprit, se souvenir d'événements lointains et même commenter l'actualité avec vous. Vous poussez alors un soupir de soulagement. Ouf, Dieu merci, ce n'était qu'une mauvaise passe, tout va bien. Et le lendemain, il peut ne pas reconnaître sa propre fille ou reposer la même question toutes les 5 minutes. Ces fluctuations créent cette fausse impression qu'il n'y a pas de problème sérieux. On se raccroche à ces bons jours comme à une preuve que tout est normal. On veut absolument croire que l'oubli d'hier n'était qu'un accident dû à la fatigue, au mauvais temps, aux ondes ou aux orages magnétiques, n'importe quoi, sauf la vérité. Cette imprévisibilité des symptômes est l'un des pièges les plus insidieux de la démence. Elle donne un espoir qui nous empêche d'évaluer la situation avec lucidité et nous pousse à reporter la visite chez le médecin, nous faisant ainsi perdre un temps précieux. La troisième cause, sans doute la plus répandue, c'est cette erreur fatale de croire que tout ça, c'est juste la vieillesse et rien d'autre. Notre culture a profondément ancré le stéréotype du senior grincheux et distrait. Les oublis, la distraction, la lenteur des réactions, la difficulté à apprendre de nouvelles choses, on considère tout ça comme des caractéristiques inévitables du grand âge. Alors,
Quand on observe ces signes chez nos proches, nos parents ou nos grands-parents, on se dit « Ah, les années passent, c'est normal, c'est comme ça ». On n'y voit pas le symptôme d'une maladie qui nécessiterait un vrai diagnostic et un traitement. En fait, c'est une normalisation culturelle de la pathologie. On pose nous-mêmes un faux diagnostic pour se rassurer et rassurer la personne concernée. Cette attitude nous empêche de distinguer la différence entre le déclin cognitif normal, simplement lié à l'âge, et un processus pathologique qui est en train de détruire le cerveau. Or, cette différence est monumentale. C'est une chose d'oublier où l'on a posé ses lunettes, c'en est une autre, et bien plus grave, d'oublier à quoi elles servent. La quatrième raison est étroitement liée à la précédente. Nous avons souvent tendance à mettre ces changements de comportement sur le compte d'un simple mauvais caractère. La personne devient plus irritable, plus méfiante, entêtée, ou, à l'inverse, complètement apathique et indifférente à tout. On se dit « il a toujours eu son caractère, mais avec l'âge ça s'est juste aggravé », ou encore « elle est simplement usée par la vie, elle a perdu tout intérêt ». Il ne nous vient pas à l'esprit que ces modifications de la personnalité pourraient être la conséquence directe d'une atteinte organique du cerveau. Par exemple, des lésions au niveau des lobes frontaux peuvent entraîner une désinhibition totale, la perte du sens des convenances et de l'empathie. Quant à l'apathie, elle peut résulter de dysfonctionnements dans les systèmes de neurotransmetteurs. Nous cherchons une explication psychologique là où la cause est purement physiologique. Nous essayons de débattre, de moraliser, de nous vexer contre cette personne alors qu'elle n'a pas besoin de nos jugements, mais d'une aide médicale. C'est l'équivalent de reprocher à quelqu'un qui a la jambe douloureuse ou malade de boiter. La cinquième raison, c'est l'étonnante capacité du cerveau à compenser. Particulièrement aux stades initiaux, la personne souffrant de troubles cognitifs met souvent en place, parfois inconsciemment, tout un système d'astuces et de stratégies pour masquer ses difficultés. Elle commence à tout noter dans un carnet, à tapisser son logement de pense-bête, et elle évite les conversations complexes ou toute situation où ses lacunes pourraient se manifester. Elle change habilement de sujet, répond par une pirouette ou une plaisanterie si elle ne trouve plus ses mots, ou fait simplement semblant de ne pas avoir entendu la question. Vu de l'extérieur, cela peut être interprété comme un sens accru de l'organisation, ou simplement comme un trait de caractère singulier. Les proches peuvent même s'en féliciter en disant « Regardez comme il est rigoureux, il garde tout sous contrôle ». Ils ne comprennent pas que ce contrôle n'est qu'une tentative désespérée de rester à flot dans un monde qui devient de plus en plus confus et hostile. Ce masque de compensation peut être si convaincant que le problème reste caché pendant des années jusqu'à ce que les réserves internes du cerveau soient totalement épuisées. La sixième raison, c'est ce qu'on appelle l'aide involontaire, celle que nous apportons à nos proches. Poussés par l'amour et par la meilleure des intentions, nous participons, sans le vouloir, à masquer la réalité du problème. Nous commençons à tout prendre en charge pour la personne concernée. Maman oublie comment payer les factures? C'est pas grave, je m'en occupe. Papa est perdu avec son nouveau téléphone. Je lui règle tout et je lui rappellerai sur quel bouton appuyer. Nous soufflons les mots qu'il cherche, nous finissons leurs phrases, nous gérons toutes les questions domestiques et financières. Nous pensons sincèrement leur simplifier la vie, et, dans une certaine mesure, c'est le cas. Mais en agissant ainsi, nous les dispensons de faire l'effort de réflexion et surtout, nous nous empêchons de voir la véritable étendue de la difficulté. Nous construisons autour d'eux un cocon. Ce cocon les préserve certes des petits échecs du quotidien, mais il masque aussi les symptômes de la maladie. La personne peut déjà être profondément désorientée, mais comme tous ses besoins sont pris en charge et satisfaits, cette désorientation ne se manifeste tout simplement pas. La septième raison, elle est liée aux spécificités du fonctionnement de notre mémoire. Avec beaucoup de formes de démence, et particulièrement la maladie d'Alzheimer, c'est d'abord la mémoire récente qui est atteinte. En revanche, la mémoire ancienne, elle, peut rester intacte pendant très longtemps. La personne peut être incapable de se souvenir de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner,
mais elle est capable de raconter avec une précision incroyable son enfance, la guerre ou le jour de son mariage. Et c'est ça qui nous trompe. On écoute ses souvenirs vivaces et détaillés et on se dit « Mais enfin, quelle démence, sa mémoire est meilleure que la mienne ». Nous prenons la conservation d'un seul aspect de la mémoire pour la bonne santé de tout le système cognitif. C'est une erreur extrêmement fréquente. Nous ne réalisons pas que cette personne est en train de vivre dans le passé, parce que le présent lui échappe à chaque instant. Ces îlots lumineux de souvenirs anciens créent l'illusion d'un esprit lucide, alors même que la capacité d'enregistrer la moindre nouvelle information a été perdue depuis bien longtemps. La 8e raison, c'est la préservation des réflexes sociaux. Beaucoup de personnes atteintes de démence, même à un stade précoce, peuvent tenir une conversation superficielle sans aucun problème. Ils sourient, ils hochent la tête, ils utilisent des formules de politesse bien rodées. « Comment ça va ? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Ce vernis de compétence sociale peut être absolument impeccable. Lors d'un bref échange dans la rue ou au magasin, vous ne soupçonneriez jamais que quelque chose ne va pas chez cette personne. Elle pourrait même faire des blagues, donner le change et passer pour l'âme de la soirée. Les difficultés surgissent en revanche dès qu'une communication plus profonde est nécessaire, lorsqu'il faut suivre le fil d'une discussion complexe, donner son avis ou analyser des informations. Mais étant donné que la majorité de nos interactions sociales restent superficielles, cette façade peut tenir très, très longtemps. Même les proches, qui ne voient pas la personne tous les jours, peuvent être dupés par ce masque social sans réaliser qu'il cache derrière lui un vide dévorant. La 9e raison, il s'agit de la peur et surtout du déni chez la personne qui commence à être malade. Au fond d'elle-même, elle sent bien, intuitivement, que quelque chose ne va pas comme d'habitude. Elle remarque qu'il lui est plus difficile de trouver ses mots justes, qu'elle oublie des rendez-vous importants, que sa mémoire lui joue des tours, et cela déclenche une peur absolument terrible, la peur de perdre la maîtrise, de devenir une charge pour ses proches, de ne plus être soi-même, de se perdre en tant que personne. Ce n'est pas étonnant que cette peur la pousse à se défendre. La manière la plus facile de le faire, c'est le déni pur et simple. On entend « mais non, tout va très bien », vous vous faites des idées, ou encore « je suis simplement un peu fatigué, c'est tout ». Toute tentative de lui faire remarquer ses oublis ou ses erreurs peut provoquer chez elle une réaction agressive. Elle va accuser les autres d'avoir déplacé ses affaires ou de ne pas l'avoir informée de cette réunion. Attention, ce n'est absolument pas de la mauvaise volonté ni de la méchanceté. C'est une tentative instinctive, viscérale, pour sauver son amour-propre et pour protéger cette psyché devenue si fragile face à une vérité qui lui paraît insoutenable. La 10e raison, qui est le revers de la médaille de la précédente, c'est le mécanisme de peur et de déni chez les proches. Reconnaître qu'un être cher, votre mère ou votre père, souffre de démence est une douleur incroyable. Cela revient à accepter qu'il ne sera plus jamais le même. C'est faire face à la perspective de soins lourds, avec tout le poids émotionnel et financier que cela représente. Notre psychisme, tout comme celui du malade, met alors en place des mécanismes de défense. Nous nous mettons à chercher toute autre explication possible. C'est juste une dépression. C'est un manque de vitamines. Il est juste un peu paresseux. Nous refusons de croire au pire. Nous reportons la visite chez le médecin par peur d'entendre le terrible diagnostic. Ce mécanisme de déni peut être extrêmement puissant. Il arrive que des familles vivent dans l'illusion pendant des années, ignorant des signes pourtant évidents, car la vérité est trop douloureuse à accepter. Et ce pacte tacite de déni devient un obstacle supplémentaire à l'obtention d'une aide rapide. La 11e raison, c'est tout simplement la méconnaissance des premiers symptômes. Dans l'esprit collectif, la démence, c'est quand la personne ne reconnaît plus personne et ne sait plus comment elle s'appelle. On s'attend à ces manifestations extrêmes, souvent déjà bien installées, car elles sont plus visibles. Mais on passe complètement à côté des signes précoces, qui sont beaucoup plus subtils. On ignore qu'un des tout premiers signaux d'alarme n'est pas forcément la perte de mémoire, mais peut-être par exemple une perte d'odorat, ou bien des difficultés de planification. La personne a soudain du mal à préparer un repas complet avec plusieurs plats, car elle n'arrive plus à maintenir la séquence d'action dans sa tête,
ou encore l'apathie, une perte totale d'intérêt pour des activités qu'elle adorait auparavant. On ne fait pas le lien entre ces changements et une potentielle maladie du cerveau. On cherche d'autres explications, beaucoup plus simples. Le manque de campagnes d'information grand public fait que les gens ne savent tout simplement pas à quoi faire attention. Ils attendent que l'incendie se déclare sans remarquer l'odeur de fumée. J'aimerais aborder une 12e cause qui mérite toute notre attention, l'accent mis sur les symptômes qui ne sont pas directement liés à la mémoire. Nous avons l'habitude de croire que la démence se résume à une simple perte de mémoire. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Il existe différents types de démence et pour certaines d'entre elles, les troubles de la mémoire peuvent n'apparaître qu'à des stades assez tardifs. Prenons l'exemple de la démence frontotemporale. Ce sont les changements de personnalité et de comportement qui se manifestent en premier. La personne peut devenir impulsive, parfois grossière, perdre son sens de l'empathie et commencer à avoir des comportements étranges ou totalement illogiques. Quant à la démence à corps de Lewy, elle peut s'accompagner d'hallucinations visuelles très vives et de troubles moteurs similaires à ceux de la maladie de Parkinson. Comme ces symptômes ne correspondent pas au tableau clinique habituel du vieil homme oublieux, ils sont souvent confondus avec un trouble psychiatrique comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Par conséquent, la personne reçoit un traitement inapproprié qui, non seulement n'apporte aucune amélioration, mais peut même aggraver son état. Passons à la 13e raison, les problèmes d'orientation dans l'espace. C'est l'un des symptômes précoces les plus insidieux et les moins évidents. La personne a du mal à se repérer même dans un environnement qu'elle connaît très bien. Elle peut se perdre en allant à la boulangerie du coin alors qu'elle y va depuis 30 ans. Ou, une fois à la maison, avoir de grandes difficultés à trouver les toilettes. Elle peut aussi éprouver des difficultés à se garer car elle n'arrive plus à évaluer correctement la distance entre sa voiture et les autres. On a trop souvent tendance à mettre ça sur le compte de l'inattention ou de la distraction liée à l'âge. On se dit « j'étais dans mes pensées et j'ai raté la sortie, ça arrive à tout le monde ». Ce que nous ne réalisons pas, c'est que derrière cela se cache un trouble grave des lobes pariétaux du cerveau, ceux qui sont responsables du traitement de l'information spatiale. La personne perd sa carte mentale, sa représentation interne du monde, et cela l'effraie. Cette peur l'incite à s'isoler, à sortir de moins en moins de chez elle, ce qui, paradoxalement, masque encore plus le problème aux yeux de l'entourage. La 14e cause, ce sont les difficultés liées aux fonctions exécutives. Ça paraît compliqué, mais en réalité, il s'agit de tout ce que nous faisons au quotidien, la planification, la prise de décision ou le fait de gérer plusieurs choses à la fois, ce qu'on appelle le multitâche. Chez une personne atteinte de démence précoce, ses capacités commencent à s'affaiblir. Il devient difficile pour elle de gérer ses finances. Elle peut oublier de payer ses factures ou au contraire les régler plusieurs fois sans s'en rendre compte. Elle aura du mal à suivre une recette de cuisine ou une notice pour monter un meuble. Toute tâche qui nécessite de suivre des étapes dans l'ordre se transforme en un problème insurmontable. Les proches, souvent, interprètent mal cette situation. Ils pensent que la personne se laisse aller ou devient irresponsable. Ils peuvent se fâcher à cause des factures impayées ou du désordre dans la cuisine. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce n'est pas de la paresse, mais la conséquence directe de la maladie. Le cerveau perd simplement la capacité d'établir des chaînes logiques et de s'assurer que les actions sont bien exécutées. La 15e raison, et celle-ci est souvent ignorée, concerne des problèmes visuels qui n'ont rien à voir avec les yeux. On peut consulter l'ophtalmologiste qui confirmera que la vue est parfaite et que les yeux sont en excellente santé. Pourtant, la personne aura du mal à reconnaître les visages, même ceux de ses proches. Elle peut aussi se tromper sur les couleurs ou ne pas comprendre ce qu'elle voit sur une image. Il lui sera difficile d'évaluer la profondeur et les distances. Résultat, la personne trébuche sur un sol plat ou verse de l'eau à côté du verre. Le problème n'est donc pas dans les yeux, mais dans le cerveau, plus précisément dans les lobes occipitaux, qui sont responsables du traitement de l'information visuelle. Le signal arrive bien des yeux, mais le cerveau ne parvient pas à l'interpréter correctement.
c'est un état très déroutant et angoissant. Mais comme c'est difficile à expliquer, la personne préfère souvent ne rien dire, et son entourage met tout simplement cela sur le compte d'une maladresse habituelle. La 16e raison, ce sont les difficultés d'élocution. Attention, on ne parle pas ici d'une simple mauvaise diction ou d'un manque de clarté. Les problèmes sont souvent beaucoup plus subtils. La personne a du mal à trouver le mot juste. Elle peut s'arrêter au milieu d'une phrase bloquée en essayant de se souvenir d'un mot très simple comme table ou tasse. Au lieu de nommer l'objet, elle utilise des mots de substitution. Elle le décrit. Par exemple, « Donne-moi cette chose ». Vous savez, le truc avec lequel on mange la soupe. Son discours peut aussi devenir plus simple, plus pauvre. Elle commence à éviter les phrases complexes et parfois elle emploie des mots totalement à côté de la plaque, rendant son discours incompréhensible ou sans queue ni tête. Souvent, nous n'y prêtons pas attention ou alors on plaisante. Il a encore perdu ses mots, celui-là. Pourtant, ce n'est pas de la simple distraction ou de la mauvaise mémoire. Il s'agit d'un signe d'aphasie. C'est un trouble du langage provoqué par une atteinte des zones spécifiques du cerveau. C'est un peu comme essayer de parler une langue étrangère qu'on maîtrisait autrefois, mais dont tous les mots se sont mélangés et embrouillés dans notre tête. La 17e raison, c'est l'apparition de l'apathie et la perte d'intérêt total pour les loisirs. C'est l'un des symptômes les plus fréquents, mais malheureusement l'un des plus ignorés. Un homme qui adore la pêche depuis toujours cesse soudainement d'aller à la rivière. Une femme qui cultivait son jardin avec passion délaisse complètement ses fleurs préférées. Ces personnes arrêtent de voir leurs amis, de lire des livres ou de regarder des films. Elles restent assises toute la journée devant la télévision ou bien elles fixent un point dans le vide. Souvent, les proches confondent cela avec de la dépression, de la fatigue ou tout simplement de la paresse. Ils essaient de les stimuler, de les convaincre de faire quelque chose, mais tout cela est inutile. Le problème, c'est que l'apathie liée à la démence n'est pas une question de mauvaise humeur. Il s'agit d'une perte de motivation et d'initiative causée par de profonds changements biochimiques dans le cerveau. La personne perd littéralement ce moteur interne, cette énergie qui la pousse à agir, et c'est un signal d'alarme extrêmement sérieux qu'il ne faut, sous aucun prétexte, ignorer. La 18e raison, c'est simple, les visites chez le médecin sont rares et les plaintes sont inexistantes. Les seniors, en général, n'aiment pas beaucoup traîner chez le docteur. Surtout, si on ne réalise pas qu'on a un problème ou si on a peur de l'affronter, on n'ira certainement pas consulter. Lorsqu'il consulte pour sa tension ou ses douleurs articulaires, il ne va sûrement pas se plaindre qu'il a du mal à trouver ses mots. Il va peut-être dire que sa mémoire fait un peu des siennes, mais il ajoutera aussitôt « Mais qui n'a pas ce genre de problème à mon âge ?» En fin de compte, le médecin n'a pas l'information nécessaire pour suspecter quoi que ce soit de grave. Il voit une personne âgée avec l'ensemble des bobos typiques de l'âge et se concentre là-dessus. Les problèmes cognitifs sont donc mis de côté, à moins que la famille n'attire l'attention du spécialiste de manière très insistante. Et comme nous l'avons déjà vu, les proches sont eux aussi souvent dans le déni. La 19e raison, et c'est un point vraiment regrettable, c'est que le problème est souvent sous-estimé par le corps médical lui-même. Même quand une personne arrive à consulter, le médecin traitant, le généraliste, peut passer à côté des premiers signes de démence. Il dispose de seulement 15 minutes par patient. En ce court laps de temps, il doit prendre la tension, gérer les soucis courants et renouveler les ordonnances. Il n'a tout simplement pas le temps d'administrer les tests spécifiques nécessaires à l'évaluation des fonctions cognitives. Et tout comme l'entourage, il peut être prisonnier de ce stéréotype de la vieillesse normale qui veut que tout déclin soit inéluctable. Il risque de mettre les symptômes sur le compte de l'âge avancé, du stress ou des effets secondaires liés à d'autres traitements. Pour établir un diagnostic précis, il faut absolument un spécialiste, un neurologue ou un psychiatre spécialisé dans les troubles de la mémoire. Mais obtenir une orientation vers ce spécialiste prend du temps, car le problème doit d'abord devenir criant pour être reconnu. On se retrouve alors dans un véritable cercle vicieux. Et enfin, le 20e facteur,
c'est l'isolement social. Avec l'âge, on le sait, le cercle relationnel a tendance à se réduire considérablement. Les gens prennent leur retraite, perdent le contact avec leurs collègues, voient leurs amis moins souvent. Parfois, à cause de difficultés de santé, ils cessent même complètement de sortir de chez eux. Moins une personne a de contacts sociaux, moins il y a de gens pour remarquer les changements qui s'opèrent. Si auparavant, ces petites bizarreries étaient vues par des dizaines de personnes, elles ne sont désormais observées que par le conjoint ou les enfants. Or, comme nous l'avons mentionné, la famille proche a souvent tendance à minimiser ou à s'adapter, c'est le fameux déni. L'isolement social crée un environnement parfait pour que la maladie se développe de manière insidieuse, en masquant les symptômes aux yeux des autres. Mieux encore, l'isolement en lui-même, associé au manque de stimulation intellectuelle, peut accélérer le développement des troubles cognitifs. En somme, l'isolement est à la fois le masque et le catalyseur de la maladie. Nous venons donc de passer en revue 20 raisons, 20 masques derrière lesquels la démence peut se dissimuler pendant des années. Que ce soit une évolution lente, des symptômes fluctuants, nos propres idées fausses ou les mécanismes de défense de notre esprit. Prise isolément, chacune de ces causes paraît logique et compréhensible. Mais ensemble, elles composent un camouflage presque parfait pour l'une des maladies les plus redoutables de notre temps. Et c'est ici que se trouve le moment le plus crucial, le véritable tournant. La plupart des symptômes que nous avons évoqués, l'apathie, les oublis, la distraction, peuvent être causés non pas par des dommages cérébraux irréversibles, mais par d'autres conditions tout à fait curables, par exemple un déficit en vitamine B12, des problèmes de thyroïde, une dépression chronique ou même des effets secondaires liés à certains médicaments. Si l'on identifie et traite cette cause à temps, les fonctions cognitives peuvent se rétablir complètement. Mais pour cela, il est impératif d'arrêter de tout mettre sur le compte de la vieillesse et de consulter un médecin sans tarder. C'est l'idée principale de notre vidéo. La vigilance, la connaissance et le refus des stéréotypes peuvent sauver l'esprit et la personnalité de votre proche. N'ignorez jamais les signaux, même les plus discrets. Merci d'avoir regardé cette importante vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée utile, merci de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà été confronté à une situation où le comportement inhabituel d'un proche était le premier signe d'une maladie grave? Partagez votre histoire dans les commentaires. Cela pourrait aider d'autres personnes à ne pas perdre un temps précieux.